Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette séance inaugurale de notre nouvelle saison d'Agro Webinaire du mardi. Et évidemment, comme ces deux saisons, nous allons parler aujourd'hui de la viticulture. Et nous sommes sur la thématique changement climatique, puisque je rappelle que cette année, nous allons traiter de deux grandes thématiques, toujours avec la même approche de triple regard sur la recherche, la pratique professionnelle et la formation concernant des thèmes à la fois autour du changement climatique et de la santé globale. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, que vous avez plusieurs possibilités d'interaction avec les intervenants et les animateurs, puisqu'aujourd'hui, ce sera Hélène qui se présentera, qui va assurer l'animation de ce webinaire. Vous avez le bouton qui s'appelle discussion ou chat ou converser selon votre version de Zoom qui vous permet de nous mettre des informations ou de me poser d'éventuelles questions si vous avez des soucis techniques. Ensuite, le bouton qu'on vous encourage vivement d'utiliser est le bouton Q&R pour questions-réponses. Et c'est le bouton dans lequel vous pouvez mettre toutes vos questions au fil de l'intervention. Je le repréciserai de toute façon pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, puisqu'il faut un petit temps pour que les uns et les autres se connectent. Nous sommes nombreux encore aujourd'hui pour démarrer ce nouveau cycle de webinaire. Donc, merci à tous de votre intérêt pour ces webinaires. Donc, je vais laisser la parole à Hélène qui va à la fois présenter la thématique, les intervenants et puis qui va assurer l'animation de cette séance. Hélène, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis ravie d'animer ce premier webinaire de cette nouvelle saison, centré, comme tu l'as rappelé, Félix, sur deux thématiques majeures et d'actualité que sont One Health, une seule santé et changement climatique. Et donc, c'est sur ce dernier thème, de ce dernier thème dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous sommes actuellement en pleine vendange et du coup, pour marquer cette actualité, nous vous proposons donc de parler de viticulture. Alors, il y a une multiple façon de traiter du sujet viticulture et changement climatique et bien sûr, un seul webinaire et surtout un webinaire d'1 heure ne peut prétendre les aborder toutes. Aussi, nous avons choisi de vous parler aujourd'hui d'adaptation, même si bien entendu, toutes les questions liées à l'atténuation pourraient être évoquées et éventuellement faire l'objet d'un prochain webinaire. Alors, comme tu l'as également rappelé, nous nous sommes renouvelés dans les thématiques. Par contre, nous avons conservé le concept et le format des agro-webinaires du mardi à Grignom Acta, à savoir un croisement des regards entre science, terrain et enseignement. Et donc, je vais laisser la parole successivement à Valérie Lempereur, qui est directrice adjointe des programmes scientifiques et techniques à l'Institut français de la vigne et du vin, que je remercie d'ailleurs au passage pour son aide dans l'organisation de ce webinaire. Puis Marie Gagné, qui est directrice de la prospective à l'interprofession des vins du Val-de-Loire. Et enfin, Hervé Hanin, qui est directeur du développement à l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à l'Agro Montpellier. Donc, je remercie nos trois intervenants d'avoir accepté de partager avec nous leurs travaux et quelques éléments de réflexion. Et donc, pour ma part, je vous retrouve après les trois interventions pour la partie dédiée à vos questions. Valérie, donc je vais sans plus tarder te laisser la parole. Très bien, merci Hélène. Bonjour à tous. Je suis ravie de débuter cette saison avec vous sur la thématique du changement climatique en viticulture. Donc déjà, pour commencer, on va parler d'un constat. Les effets du changement climatique, ils sont bien présents puisqu'on constate une augmentation moyenne de la température de l'air de 1,4 degré qui s'est nettement perçue. Les projections à l'horizon 2050 vise toujours une augmentation, porte entre 0,6 degrés et 1,3 degrés pour les scénarios le plus vertueux, et à l'horizon 1100, une augmentation de plus 3,4 à plus 5,3 degrés pour le scénario le plus pessimiste. Cette infographie, elle est tirée du projet La Cave, qui est un métaprogramme conduit par INRAE. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, notamment sur les infographies, vous avez les liens qui sont ici dans la diapo.
Les effets donc, sur la vigne, ils sont nets. Ils se traduisent notamment vis-à-vis du changement de la physiologie de la vigne, avec un avancement de la phénologie, avancement de la floraison, avancement de la véraison. Et également, ça se traduit par l'avancement de la période de récolte de 2 semaines en moyenne par rapport à la période d'avant 1980. Pardon. Sur les caractéristiques des raisins, on constate une baisse de l'acidité du raisin à la récolte et des teneurs en sucre très importantes qui, derrière, engendrent des vins avec une richesse en alcool importante. Également, une modification du profil des vins au niveau profil aromatique, également profil polyphénolique, donc tout ce qui est structure. Les conséquences se traduisent également sur les paramètres de rendement dans certaines régions où on a plutôt tendance à avoir des rendements à la baisse. Voilà, donc c'est pour planter un peu le décor par rapport du changement climatique en viticulture. Vous dire 2 mots sur l'Institut français de la vigne et du vin, donc qui est un organisme de recherche et développement qui est dédié à l'innovation au service de la viticulture française. Donc on est implanté dans 20 unités de recherche dans différentes régions viticoles, 160 collaborateurs. Pour vous traduire en quelques indicateurs que vous voyez sur la diapo, des programmes de recherche qui nous occupent tout au long de l'année et qui sont rythmés par, bien évidemment, la saison viticole. On a un site internet vignevin.com où on relaye beaucoup d'informations sous différents formats, formats courts, plus denses comme documents, également des vidéos, bien des plaquettes. Pour dire 2 mots sur notre programme, on arrive à la fin de notre structuration de notre programme qui se termine en 2021. Donc, on a commencé à réfléchir à la structuration de notre programme 2022-2027. Il va se décomposer donc, pour les 6 prochaines années en 4 défis, que sont la production de plants et innovation variétale, tout ce qui touche aux risques sanitaires émergents, la protection durable et la transition agroécologique et également le développement de l'agriculture biologique. Et enfin, le pilotage de la production, la qualité des vins et les attentes des consommateurs, tout ça dans un contexte de changement climatique. Donc, on a un enjeu transversal, parmi les différents enjeux transversaux qu'on a, on a un enjeu transversal qui porte sur le changement climatique, à la fois sur le volet adaptation et sur le volet atténuation. Je voulais le signaler parce que c'est un moyen pour nous de côtoyer les différents domaines d'expertise de l'IFV, que ce soit sur le matériel végétal, la viticulture, l'œnologie ou bien l'approche perception sensorielle. Donc, pour dire que cette thématique du changement climatique, elle est vraiment très large. On s'appuie également sur un accord cadre partenarial entre INRAE et IFV qui a été signé récemment cet été et qui porte sur la période 2021-2030. Donc pour dire que toutes les forces sont autour de cette thématique par rapport au changement climatique en viticulture. Pour dire 2 mots plus précisément sur le programme de l'IFV par rapport au climat, donc il se décompose en action sur l'adaptation et en action vis-à-vis de la contribution à l'atténuation. Donc, ça s'illustre par mieux connaître son terroir, sélectionner le matériel végétal sous l'angle des porte-greffes, des cépages, également des clones, adapter les pratiques culturales avec l'irrigation, la fertirrigation, les stratégies sèches et la gestion de la canopée. L'importance aussi du volet sol. Repenser aussi les parcelles par rapport à leur densité de plantation ou les orientations du sens des rangs pour limiter les expositions trop fortes au soleil, l'agroforesterie et puis tout ce qui touche à l'adaptation de la vinification depuis la récolte jusqu'au produit fini. Donc, il manque un petit pictogramme là, c'est tout ce qui est la prévention des aléas climatiques, puisque le changement climatique entraîne des conséquences vis-à-vis notamment au gel ou à la grêle.
Voilà, donc on n'oublie pas non plus le volet atténuation sous l'angle bilan carbone, analyse de cycle de vie. Là, on est sur les bons diagnostics carbone, la méthodologie label bas carbone pour la vigne, qui est en cours de rédaction, et bien évidemment tout ce qui contribue au stockage de carbone dans les sols. Et donc ça touche également le volet éco-conception qu'on peut appliquer à toutes les étapes de la production de la vigne et du vin. Pour resituer également dans le contexte, la filière viticole a présenté sa stratégie d'adaptation face au changement climatique. C'est un document qui a été présenté donc, fin août au ministre de l'Agriculture, donc c'est vraiment d'actualité. Vous voyez ici les 7 domaines qui sont mises en avant. Cette stratégie, elle s'appuie sur les travaux du métaprogramme LACAV, que j'ai déjà précisé. Donc Hervé Hanin, qui intervient, participe également à ces travaux. Et donc on voit les différents domaines qui portent à la fois sur tout ce qui est zonage, conditions de production, avec l'angle gestion économe en eau, le matériel végétal adapté, tout ce qui touche aux pratiques œnologiques, mais tout en maintenant avoir en tête le respect de la définition du vin. On cherche toujours à faire du vin, on ne veut pas changer l'objectif produit, on va dire, et on reste vraiment dans la définition du vin tel qu'on la connaît actuellement. Et puis, les évolutions du marché, garantir la production. Ça, c'est important puisque le marché des vins est sur le marché français, mais également très tourné vers l'export. Et puis, bien évidemment, le volet recherche et développement, transfert et formation et l'atténuation. Voilà, donc je suis désolée, c'est un peu rapide. Et pour finir, donc en fait, Hélène l'a dit, on est en pleine période des vendanges. On a fait le choix de tourner une petite vidéo donc c'était il y a 10 jours, dans les vignes. Donc, un collègue, Taran Limousin, qui a été interviewé. Taran, qui est chargé de mission matériel végétal à l'IFV et qui va vous présenter un projet dans les vignes. Je vous le mets tout de suite. On observe depuis le début du XXe siècle une augmentation des températures moyennes annuelles d'environ 1,4 degrés, ce qui entraîne sur la viticulture une avancée des dates de récolte de 15 jours à 1 mois en fonction des régions, ce qui fait que la maturation a lieu dans des conditions plus chaudes et ce qui produit des vins au degré alcoolique plus élevé et à l'acidité plus faible. Dans le cadre du projet Honoravicio soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous étudions 3 leviers viticoles d'adaptation au changement climatique, l'irrigation, différents modes de conduite et le matériel végétal. Nous sommes ici à Pouilly-le-Monial dans le Beaujolais où nous étudions plus particulièrement 3 leviers viticoles, les filets anti-grêle, différentes hauteurs de rognage et le matériel végétal. Il a été démontré que l'augmentation de la hauteur du tronc permettait de retarder la maturité de 2 à 5 jours et la diminution de la haie foliaire permettait de retarder la maturité de 5 à 12 jours. Nous étudions ici l'effet combiné de ces 2 leviers viticoles en augmentant la hauteur du fil de soutien de 60 cm à 90 cm, ce qui permet à la fois d'augmenter la hauteur du tronc et de diminuer la hauteur foliaire en rognant à la même hauteur. En 2020, nous avons constaté une diminution de la surface foliaire d'environ 20% et nous avons constaté une augmentation de l'acidité dans le vin qui a été perçu en dégustation. Le matériel végétal est un levier d'adaptation majeur au changement climatique puisqu'on observe un écart de maturité de 15 jours entre différents clones d'un même cépage et jusqu'à plus d'1 mois entre différents cépages. Nous étudions ici 6 clones différents de gamay ainsi que 9 cépages rouges différents. Nous avons observé pour une même date de récolte une différence de 3 degrés potentiels entre le clone de gamay le plus précoce et le plus tardif. Et nous avons observé un décalage de la date de récolte entre le 26 août et le 16 septembre, entre le cépage le plus précoce qui était la Granita et le cépage le plus tardif qui était le Marcelin.
Il a été montré que des filets d'ombrage permettaient de diminuer le rayonnement perçu par la vigne et ainsi d'atténuer la transpiration et donc de retarder la maturité et de diminuer le stress hydrique. Nous étudions ici l'intérêt de filets anti-grêle pour effectuer un effet d'ombrage sur la vigne et nous avons observé en 2020 une diminution de la contrainte hydrique subie par la vigne sous filet par rapport à un rang témoin sans filet. Voilà, c'était pour illustrer donc des exemples d'adaptation à la vigne. Donc, Taran est actuellement en vendange aujourd'hui sur le terrain, mais Bertrand Châtelet pourra répondre aux questions si vous en avez par rapport à cette vidéo. Voilà. Je termine pour envoyer des liens pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet avec 2 colloques qui vont se tenir en 2022 sur la thématique notamment du changement climatique et de l'eau. Et des conférences qui sont organisées au CITEVI ou donc des formats plus courts, accessibles. Et puis toujours le site de l'IFV pour envoyer vers plus d'informations. Merci beaucoup Valérie. Sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Marie pour nous partager son expérience donc dans la filière Val-de-Loire. Marie, c'est à toi. Merci Hélène. Donc, je vais vous présenter ici en résonance aux paroles de Valérie l'exemple ligérien. Donc, le vignoble du Val-de-Loire, c'est un bassin viticole qui est vaste, qui s'étend des côtes d'Auvergne jusqu'à la côte atlantique sur 14 départements. On parle souvent de la diversité des vins du Val-de-Loire entre toutes les couleurs, les blancs, les rouges, les rosés, les effervescents. C'est aussi un vignoble, vu son étendue, qui est marqué par la diversité des hommes qui le composent. Et c'est un vrai enjeu en Val-de-Loire de travailler sur ce collectif pour que tout le monde soit autour de la table. Les 3000 vignerons et négociants du Val-de-Loire produisent une 50aine d'appellations. Et le lieu d'échange et de discussion entre tous les viticulteurs et tous les négociants qui composent la filière ligérienne, c'est l'interprofession viticole. L'interprofession viticole, c'est en fait le lieu de discussion à l'échelle Val-de-Loire pour la filière viticole. Les 3000 vignerons et négociants ne sont pas tous autour de la table individuellement, ils sont représentés par des vignerons qu'ils ont eux-mêmes élus et qui représentent leurs pairs. Et cette représentation, elle s'articule à différentes échelles. L'échelle la plus fine, c'est l'échelle de l'ODG, l'organisme de défense et de gestion à l'échelle de l'appellation, donc en bas de mon tableau, l'échelle la plus fine. Par exemple, l'ODG de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui à l'échelle d'un village, va être réuni avec les autres ODG de ce même département à l'échelle départementale au sein de la Fédération viticole des vins et des vignerons d'Indre-et-Loire. Au-delà de cette représentation par produit et par appellation, les vignerons en fait travaillent entre eux avec des vignerons qui sont élus au titre de la représentation de leur métier. Donc on va avoir des vignerons qui vont représenter leurs appellations et d'autres qui vont représenter par exemple les vignerons bio du Val-de-Loire avec Loire Vin Bio, les vignerons qui vont représenter les caves coopératives, des vignerons qui vont représenter les vignerons indépendants. Et en fait, ces multiples visages des vignerons du Val-de-Loire sont tous réunis et représentés en Val-de-Loire au sein de la CVVL, donc la Confédération des vignerons du Val-de-Loire. Ils sont associés au sein de l'interprofession avec la représentation du négoce. Et le négoce en Val-de-Loire se prénomme l'Union des maisons et des marques du Val-de-Loire, qui représente du coup les 300 négociants du Val-de-Loire. Notre organisation à l'échelle du bassin, à l'échelle régionale, en fait, c'est l'exact miroir de la représentation de la filière vigne-vin à l'échelle nationale, où à l'échelle nationale, en format miroir, on va avoir le CNIV, la CNAOC, qui sont des structures de représentation à l'échelle nationale. Donc notre représentation et la composition du collectif régional, c'est cette organisation, tout le monde autour de la table avec les multiples visages des vignerons et négociants ligériens. Les vignerons et négociants ligériens, lorsqu'ils travaillent avec les structures scientifiques et techniques, ils travaillent au sein d'un conseil professionnel de bassin où sont autour de la table toutes les structures scientifiques et techniques partenaires de la filière, donc bien sûr l'IFV, les chambres d'agriculture, les centres de formation, l'école supérieure d'agriculture d'Angers, les universités, les vinopoles, les pépiniéristes, les œnologues. Donc cette structure collective
entre la filière et ses partenaires, c'est le conseil professionnel de bassin avec son pendant technique, qui est le conseil technique de bassin. Et quand on y ajoute les structures de l'État, les administrations, c'est le conseil de bassin. Cet enjeu de travail dans un cadre de travail collectif commun et dédié a été validé en janvier 2019. Donc le conseil professionnel du bassin, c'est l'Interpro avec les 2 chambres régionales d'agriculture. Son pendant technique, quand on parle de toutes les thématiques techniques, c'est le conseil technique, donc le conseil professionnel auquel sont associés l'IFV, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, les pépiniéristes, l'Union des œnologues, les lycées viticoles, toutes ces structures scientifiques et techniques qu'on voyait sur la partie gauche de ma slide précédente. L'objectif de ce conseil technique de bassin, c'est d'avoir tous les acteurs autour de la même table. À la suite de cette construction de ce collectif, cadre de travail collectif, on a construit les professionnels ont construit un plan de filière Val-de-Loire qui est en fait la déclinaison régionale de ce qu'était le plan de filière national issu des États généraux de l'alimentation. En Val-de-Loire, on a réécrit un plan de filière propre à la Loire qui nous ressemblait et qui s'articule autour d'un objectif et de 3 engagements. L'objectif, c'est la création de valeur pour tous les acteurs et les entreprises de la filière, et dans le respect de 3 engagements, un engagement environnemental et qui nous concerne plus aujourd'hui, qui permet de préparer la filière en fait, et tous nos territoires viticoles au changement climatique, à la transition écologique, aux attentes sociétales. Un engagement social qui concerne la formation, le volet emploi et environnement de travail, et tout un volet sanitaire pour tout ce qui concerne la sensibilisation et l'éducation à la consommation responsable. Ce plan de filière, avec tout le monde autour de la table, il a été construit et décidé collectivement, et en fait, il est désormais suivi avec 100 indicateurs qui sont soit des indicateurs de moyens, soit des indicateurs de résultats, et on fait un point d'étape annuel sur tout l'état d'avancement de ce point vis-à-vis des objectifs qu'on s'était fixés en conseil professionnel. Je vais vous présenter ici quelques exemples qui sont vraiment dédiés au changement climatique. Le premier, c'est un engagement très fort que la filière Val-de-Loire avait voulu acter, c'est la connaissance à l'échelle fine, parcellaire, de nos terroirs viticoles et que ces terroirs viticoles soient intégralement connus à l'horizon 2030. Actuellement, plus de 56 700 hectares sont cartographiés. Il nous reste environ 10 000 hectares à cartographier. Et l'objectif, c'est de connaître de manière très précise nos sols, nos sous-sols, la profondeur des sols de nos parcelles, la précocité conférée par le sol, la vigueur conférée par le sol, les aléas érosifs. On a énormément de connaissances qui sont basées sur une méthodologie qui est la même, qui a été appliquée sur la très large majorité des vignobles du Val-de-Loire. C'est une levée de terrain au 1/10 millième qui est basée sur des fosses pédologiques et des sondages tarières. Cette cartographie des terroirs, elle est accessible à tous les vignerons qui sont sur une appellation qui a été cartographiée et a été associée à ce travail de cartographie des terroirs une connaissance du bilan hydrique journalier à la parcelle. En fait, quand on connaît son terroir et qu'on y associe du coup la pluviométrie et la météo qui a été enregistrée les jours précédents, on peut avoir un bilan hydrique journalier sur chacune de ces parcelles grâce à un modèle qui est un modèle Wallis, le modèle Wallis. Cette connaissance de l'état hydrique à la parcelle est du coup disponible pour tout viticulteur. Il peut comparer les parcelles les unes aux autres ou une même parcelle sur plusieurs historiques de millésimes précédents. On a également, dans cette même réflexion, la volonté de creuser un petit peu plus la création de connaissances des zones climatiques homogènes qui permettraient de mieux comprendre nos climats, microclimats au sein des parcelles, enfin pas des parcelles, au sein d'une commune, d'une appellation ou d'une exploitation. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait une connaissance fine pour adapter nos modes de culture. Donc, on voyait tout à l'heure l'évolution de la canopée, la densité. Ça peut être également une connaissance fine pour adapter le matériel végétal qu'on va planter dans le cadre des futures plantations ou l'implantation sur l'exploitation des équipements antigel. Ça peut également être un outil de la réflexion pour l'adaptation de l'implantation du vignoble. Au sein de nos communes viticoles, toutes les parcelles ne sont pas forcément systématiquement plantées et on pourrait s'orienter vers des plantations sur des sols qui ont plus de réserves hydriques ou explorer les versants nord qui, pour l'instant, au Val-de-Loire, n'ont jamais été majoritairement plantés. Deuxième exemple d'indicateur
qu'on suit dans le cadre du réchauffement climatique, c'est tout ce qui est matériel végétal. On en a parlé précédemment, Valérie en a parlé précédemment au niveau de l'IFV. C'est un enjeu très fort qui a été vraiment mis en avant par nos professionnels. Et l'objectif de l'adaptation du matériel végétal, pour nous, est de développer la sélection et la création variétale, qu'elles concernent soit nos porte-greffes, donc dans le sol, soit nos cépages, soit les différents clones de nos cépages. On souhaite également introduire des variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Donc, c'est un terme un petit peu barbare qui fait juste regroupe les variétés qui semblent être pertinentes dans le contexte climatique, notamment qui va survenir en Val-de-Loire d'ici 2030, 2050 et au-delà. On a un vrai enjeu de conservation et d'exploration de la diversité existante. Donc, on renforce nos conservatoires de cépages, de clones, de porte-greffes. On va explorer la diversité existante, notamment avec des phases de prospection sur le cépage, notamment par exemple sur le chenin. On a été prospecter la diversité de chenins présente en Val-de-Loire, mais également en Afrique du Sud et au Portugal. Et c'est des travaux de conservation, d'exploration et de sélection qui sont vraiment actés dans le plan de filière, au même titre que la cartographie des terroirs, et où du coup, il y a eu un renforcement des moyens financiers alloués sur ces travaux-là. Donc, on a quelques ici indicateurs. Donc, on suit les programmes de clones et de porte-greffes qui sont actés tous les ans et les nouveaux clones agréés, par exemple. On a vraiment des travaux de suivi d'indicateurs et de suivi des moyens financiers qui peuvent être alloués. Au-delà en fait, des actions spécifiques comme la cartographie, le matériel végétal, où on va renforcer les moyens financiers, on a deux piliers vraiment essentiels qui sont mobilisés sur l'ensemble de nos objectifs. C'est la recherche et l'expérimentation et le transfert. Concernant la recherche et l'expérimentation, l'idée, c'est que tous les projets de recherche et d'expérimentation qui concernent la vigne en Val-de-Loire, ils sont vus en conseil technique de bassin, ils sont présentés par les porteurs de projets pour qu'on ait une vision exhaustive de tout ce qui touche la viticulture et la R&D en Val-de-Loire. Ça permet, au sein du conseil technique de bassin, de prioriser tous les projets qui sont déposés aux appels à projets, et notamment pour mettre à disposition des financeurs, comme quand, par exemple les conseils régionaux, la priorisation qui est faite par les professionnels des différents projets déposés. On a également du coup un cofinancement fort par Interloire sur la R&D et qui a été notamment renforcé ces dernières années. La recherche et expérimentation est financée à Interloire et ça représente aujourd'hui plus de 60% du budget technique d'Interloire. Je vous cite ici quelques exemples de projets de recherche et expérimentation qui sont actuellement menés. Par exemple, Adaclim sur l'adaptation des pratiques viticoles et œnologiques aux conséquences du changement climatique. Route Loire-Vallée, c'est un travail sur les différents porte-greffes qui pourraient être adaptés face aux enjeux climatiques à venir. Novapop, c'est vraiment très ciblé sur les potentialités œnologiques. Climanvie, c'est un travail qui a été porté par les chambres d'agriculture pour aider les chefs d'entreprise à l'échelle de leur entreprise viticole pour la région Centre-Val de Loire. Donc l'expérimentation, elle est diverse et variée, mais elle est vraiment vue d'une manière globale avec tous les acteurs autour de la table en conseil technique de bassin. Deuxième grand pilier, donc le transfert, c'est un chantier très important qui est porté par l'interprofession. Nous avons plusieurs grandes journées. Nous avons notamment des journées prospectives annuelles sur le changement climatique. On a une journée prospective portée par toutes les équipes de recherche des travaux LACAV qui ont été présentées en 2019, où en fait les représentants de la filière ont fait une journée de brainstorming sur leur vision d'adaptation de la filière ligérienne au changement climatique avec 130 professionnels qui étaient présents. Tous les ans, nous avons également des conférences, les rendez-vous de Techniloire, qui sont des conférences sur des thématiques dédiées. Plusieurs ont été dédiées au changement climatique, et c'est des conférences qui sont dédiées aux techniciens et aux vignerons du Val-de-Loire, mais qui sont enregistrées, filmées et qui permettent d'être mises à disposition en replay, notamment aux centres de formation qui n'ont pas toujours la possibilité d'être présents le jour J, le jour de la conférence rendez-vous technique. On a une autre date clé qui est également annuelle, c'est la recherche vous parle, où tous les porteurs de projets de la recherche et de l'expérimentation qui ont présenté leurs projets au démarrage des projets en conseil technique de bassin viennent restituer à la clôture de leurs travaux
l'ensemble de leurs résultats de R&D, notamment tous les projets qui ont été cofinancés, sont systématiquement présentés. On a des formations de techniciens et on a un site support de l'information technique en Val-de-Loire qui s'appelle TechniLoire, où on peut retrouver tous ces volets de transfert, toute la cartographie des terroirs et tous les travaux de R&D qui sont financés par la filière. Donc en fait, c'est un vrai enjeu pour nous de travailler de manière collective à l'échelle du bassin. Et ça fait vraiment résonance aux travaux qui ont été présentés par Valérie juste précédemment. Merci beaucoup Marie. Et donc pour terminer ce croisement de regards, je vais laisser la parole à Monsieur Hanin pour nous parler ou nous apporter le regard côté enseignement. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, impeccable. Oui, c'est parfait. Merci. Donc, mon écran est partagé maintenant. Donc, je voulais bien sûr remercier l'équipe de ACTA et Agrinium pour cette initiative et puis pour m'avoir invité à parler d'un volet qui est le volet particulier du transfert, puisqu'il s'agit de formation. Comment finalement, sur cette question de l'adaptation de la filière vigneron au changement climatique, sur laquelle on a beaucoup travaillé depuis 2012, ça a déjà été évoqué dans le cadre du programme LACAV, qui est notamment copiloté par Nathalie Ola et mon collègue Jean-Marc Touzard de Montpellier. Eh bien, comment faire passer ces idées, ces challenges aujourd'hui très importants, comment les intégrer dans une pédagogie qui, de fait, est finalement va être nécessairement un peu novatrice. Donc, effectivement, je vais vous présenter là en quelques mots, en quelques minutes, ce projet de formation qu'on a mis au point avec Jean-Marc Touzard ces dernières années. Alors, dans un contexte qui est particulier, qui est le contexte de l'Institut Agro, donc qui regroupe maintenant l'établissement tel qu'Agro Campus Ouest, bientôt Agro Sub-Dijon, et puis Montpellier Supagro, qui a une forte spécialité dans le domaine de la vigne et du vin, avec son Institut des hautes études de la vigne et du vin. Je vais vous présenter là une formation qui a pris corps au sein de la formation d'ingénieur agronome, justement en option viticulture-œnologie, et couplée avec le diplôme national d'œnologue, dont vous pouvez imaginer que c'est une formation qui est plutôt à haut niveau, avec plusieurs disciplines mobilisées, et dont chacune, on l'a compris déjà avec l'exposé de Valérie et de Marie ensuite, chacune a quelque chose à dire en matière de changement climatique. L'autre aspect de ce contexte, c'est que nos étudiants sont aussi en contact assez fréquent et assez étroit avec le terrain, comme on dit, c'est-à-dire les différentes entreprises, et notamment le terrain agricole et œnologique, à la vigne et à la cave. Et on a mobilisé d'ailleurs encore une occasion particulière de contact, puisque dans notre pédagogie, il y a aussi une phase où on est associé aux négociants Advini dans le cadre d'un concours d'encouragement à l'installation viticole. Nos étudiants jouent le rôle de coach pour les vignerons candidats à ce concours. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'IHEV, bien sûr, est engagé au sein du pôle vigne-vin de Montpellier, qui est un des pôles les plus visibles sans doute sur la vigne et le vin, avec d'autres comme Bordeaux et d'autres au plan international, mais sur lesquels il y a une véritable mobilisation sur le changement climatique, qui est explicitement perçu comme l'un des grands défis, en tout cas parmi les 4 ou 5 grands défis pour la filière pour demain. Et ça nous a conduit d'ailleurs à nous approcher, bien sûr, et nous intégrer dans ce projet LACAV. Alors, quelqu'un demandait ce que c'était qu'un méta-projet. Alors, j'anticipe peut-être sur les questions, mais un méta-programme, c'est un grand programme qui a été lancé par l'INRAE à l'époque, sur des grandes questions qui sont des grands défis, abordés d'une façon même interdisciplinaire, et avec l'objet aussi de créer une véritable communauté scientifique sur ces questions-là, et avec une relation particulière avec la profession. Et il se trouve qu'au sein de ce projet LACAV, j'ai eu la chance de piloter le projet Prospective avec quelques collègues, à la fois de l'INRAE, de France Égrimaire et d'INAO. Et ça nous a permis aussi de lancer d'ailleurs des méthodes participatives, dont l'une a eu lieu en Val-de-Loire, et Marie Gagné l'a évoqué il y a quelques instants. Voilà pour le contexte. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer tout ce contexte, ces idées auprès de jeunes étudiants qui vont être en situation de responsabilité? Alors, les objectifs, vous comprenez, c'est
finalement d'enseigner un phénomène complexe, interdisciplinaire, à des étudiants qui ont plutôt comme spécialité, comme caractéristique d'être pointus sur certaines disciplines et qui ont eu des enseignements disciplinaires. Chacun de leurs professeurs a bien sûr bien fait sa biblio et leur a bien sûr parlé de tout ce que sa discipline pouvait apporter dans ce contexte de changement climatique. Mais il s'agit de recoller les morceaux pour parler un peu trivialement et de trouver une façon de leur faire aborder de façon plus globale et systémique cette problématique. Tout ceci également en les sensibilisant à la diversité des situations professionnelles, d'ailleurs dans lesquelles ils vont se trouver. Nos enquêtes montrent qu'il y a une grande palette de situations et de responsabilités professionnelles dans lesquelles, d'une façon ou d'une autre, ils auront intégré le changement climatique et on essaie de les y projeter dès maintenant. Ça leur permet aussi d'aborder mieux la complexité du paysage institutionnel de la filière, qui est un peu particulière, mais aussi de l'aborder comme un système et aussi comme un terrain de décision et d'action, puisqu'on ne peut pas être simplement spectateur de cette question du changement climatique, il va falloir être acteur. Alors, ça permet on a pour objectif justement de susciter des initiatives, des réflexions innovantes, un peu comme on l'a fait dans ces séminaires dans chacune des grandes régions viticoles, où on avait présenté les scénarios prospectifs, on avait fait réagir les professionnels. Eh bien, il s'agit aussi que nos étudiants en sachent au moins aussi long que l'ensemble des professionnels aujourd'hui sur finalement les divers scénarios possibles, les stratégies envisageables et puis les leviers d'action dans une approche à la fois prospective et participative qui ça l'a été dit, a été largement à la base de la construction de la stratégie nationale présentée au ministre en août dernier. Donc il s'agit vraiment de favoriser la prise de décision multiples, interconnectés et en situation d'incertitude, parce que le sentiment qu'on a, ce n'est pas la bonne nouvelle du jour, mais vous en êtes tous conscients, c'est que ce n'est pas le seul défi et ce n'est pas la seule fois qu'on aura à travailler, à décider en situation d'incertitude quand on est un jeune ingénieur confronté à ces questions-là. Alors, il a fallu pour ça inventer quelque chose de un peu créatif, un peu, voilà, dans un contexte d'innovation pédagogique, mais ça tombe bien, l'innovation pédagogique est à la mode, ça nous est largement ouvert, ça n'aurait peut-être pas été le cas il y a 20 ou 30 ans, mais en tout cas, voilà, vous savez, certains d'entre vous le savent très bien, et Philippe Prévost le sait mieux que quiconque, qu'aujourd'hui, on est plutôt incité à ça. Donc, comment on a fait? On s'y est pris un peu en 4 temps. Un premier temps dans lequel on a présenté un peu comme a fait Valérie tout à l'heure, hein, les grands constats et les grandes voies possibles, en ajoutant peut-être aussi des éléments plus d'ordre socio-économique, en touchant au cahier des charges, aux éventuelles refontes des normes et des réglementations qui pourraient être mobilisées, mais de façon assez soft. Et à ce moment-là, les étudiants, on les a poussés à aller chercher des sources d'approfondissement et à travailler eux-mêmes ces approfondissements et à revenir en classe inversée vers toute la classe pour finalement creuser chacun de ces leviers, de ces grandes voies de résolution, en tout cas d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est après la première séance. Donc, ils finissent par être bien conscients de voir de ce que peut aussi apporter la science à ces différents impacts. Dans un second temps, une deuxième séance, quelques jours plus tard, on les a mis en situation de jeu de rôle. Alors, les uns étant responsables d'une cave coopérative, un autre groupe d'un syndicat d'AOC, l'autre un délégué régional de l'INAO, l'autre un maire rural d'une commune viticole, avec une question particulière à traiter qui est en rapport, bien sûr, avec l'impact du changement climatique. Donc, à ce moment-là, ils ont eu à travailler sur qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait, comment on analyse, quelles questions on a posées aux autres groupes, comment on revient. Voilà, je pourrais être beaucoup plus disert sur la chose, mais je vais être un peu synthétique. Et ils reviennent vers l'ensemble de la classe pour expliquer finalement comment se pose un problème et comment ils ont essayé de s'entourer pour le résoudre. Là-dessus, on leur a montré que ce problème-là qu'ils ont connu à leur petite échelle, micro, souvent, eh bien, au niveau macro, au niveau de la stratégie nationale, comment est-ce qu'on a contribué avec ces projets de prospective et de réunion participative finalement à préparer la réflexion et les décisions des professionnels qui ont déposé la stratégie nationale. Une troisième séance, là, je vous le disais, on a profité d'un contact étroit entre ces jeunes groupes d'élèves ingénieurs
qui vont coacher un jeune vigneron qui présente son dossier au concours d'installation créé avec Advini, pour poser la question finalement, quel va être l'impact du changement climatique sur cette jeune entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'elle sera encore là dans 50 ans? C'est quand même la grande question, sans doute pour le concours, mais surtout pour le vigneron lui-même et puis pour la filière en général. Et donc, obliger les étudiants à prendre conscience de ça, peut-être à faire prendre plus conscience qu'il n'en avait conscience jusqu'ici, le jeune vigneron, de ces enjeux, des leviers d'action et finalement de faire un retour d'expérience aussi de ces questions-là. Et puis la 4e session, ça consiste en l'organisation par les étudiants d'un événement professionnel de synthèse dans lequel ils organisent une conférence, ils invitent les autres étudiants, leurs profs, les acteurs professionnels, et puis ils vont leur proposer également tout ce qu'ils avaient raconté, tout ce qu'ils avaient conclu dans la séance 2 avec ce jeu de rôle, tout ce qu'ils ont vu dans la séance 3 sur le terrain, un terrain beaucoup plus concret et réel celui-ci, avec leurs jeunes vignerons. Et puis, ils vont présenter ça à une table ronde de professionnels réels, ceux-là, qui vont réagir, qui vont sûrement apprendre des choses, qui vont aussi reconsidérer leurs convictions, mais qui vont aussi finalement engager un échange et envoyer un feedback à ces étudiants en disant voilà, chez nous, dans notre syndicat AOC, voilà comment ça s'est posé, voilà comment ça se fait, voilà où on en est aujourd'hui. On a peut-être fait quelques erreurs au début, mais voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, on engage cet échange-là. Voilà, donc c'est un déroulé assez particulier qu'on a inventé en lien aussi avec des psychopédagogues là, qu'on a un petit peu accompagnés, mais tout à fait de façon un peu opportune à la faveur de cette grande question. Donc je terminerai, puisque c'est une question qui doit peut-être vous intéresser, dans quelles conditions cette petite initiative à Montpellier pourrait être réplicable. Il me semble que c'est tout à fait réplicable. Alors sans doute avec des étudiants qui ont déjà un certain bagage, un certain recul, un certain nouveau. Alors c'est très facile avec des élèves ingénieurs, avec des masters. On manque de recul sur d'autres niveaux, mais c'est peut-être adaptable aussi. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi une appropriation par les professeurs. Chacun des professeurs est persuadé, bien sûr, à juste titre, qu'il a fait son travail en approfondissant dans la discipline qui est la sienne, les impacts, les leviers pour le changement climatique. Il faut bien qu'ils comprennent que ça ne résout pas tout et que là, la question qu'on pose, ce n'est pas d'expliquer à chacun des profs son métier, c'est par contre d'aider les étudiants à recoller les morceaux, à adopter une approche globale et finalement aussi à se mettre en situation de décision et à se projeter dans son futur métier. Alors, voilà, sachez aussi que d'abord, c'est une initiative finalement qu'on n'hésite pas, comme aujourd'hui, à exporter, puisque c'est quelque chose de très intéressant d'abord pour les pédagogues qui s'intéressent à cette question-là. Et puis, il y a un concours Ingénium en 2021 qui s'est intéressé à cette question-là. Et puis, les étudiants eux-mêmes, aiment beaucoup à la fois le fond et la forme de cette initiative, puisqu'ils apprennent par cette méthode assez innovante, finalement, beaucoup de choses. Ça les met beaucoup en situation de responsabilité, de contact avec la profession, et puis en contact avec la science aussi, les avancées scientifiques qui ont été évoquées encore aujourd'hui. Donc voilà ce que modestement on voulait partager. Voilà, c'est possible d'aborder des grandes questions comme ça, de les intégrer par une pédagogie un peu innovante. Il y a sûrement 1000 façons de faire et encore mieux. Mais voilà, mais en tout cas, ce qu'on voulait, c'était introduire de l'interdisciplinarité et d'une approche plus globale et plus systémique que ce qu'on fait souvent dans nos formations supérieures, sans doute de grande qualité, mais qui sont souvent un petit peu saucissonnées en discipline. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, merci à nos 3 intervenants. Et donc, on va prendre la suite du temps qui nous reste pour répondre à vos questions. Alors, je m'excuse par avance auprès des gens pour des questions dont on ne pourra pas traiter pendant ce temps-là, parce que en fait, les questions reflètent la richesse des interventions, c'est-à-dire qu'on a des questions qui abordent plein de sujets. Je pense qu'une seule question pourrait occuper toute la fin du séminaire. Alors, peut-être pour commencer, alors une question qui a été posée sur les porte-greffes. Et est-ce qu'on pourrait avoir un état des lieux de la recherche sur les porte-greffes? Et je pose cette question aussi, alors peut-être du coup, Marie, si vous pouvez commencer, parce qu'il me semble que vous aviez évoqué un projet, alors je crois que c'était Route Loire-Vallée qui traitait particulièrement de ce sujet. Voilà, donc est-ce qu'on pourrait commencer par un petit état des lieux sur le sujet des porte-greffes?
Alors, sur les porte-greffes, le projet Route Loire-Vallée, c'est un projet qui est sur 2 bassins, qui est porté par l'ISVV à Bordeaux, et c'est un travail qui est co-construit à la fois en Val-de-Loire et en Bordelais, peut-être avec d'autres bassins viticoles, mais je ne sais pas. Et cela fait partie des sujets sur lesquels on ne travaille pas forcément cloisonné d'un bassin à un autre, et sur lequel on échange avec les chercheurs, puisqu'on se retrouve, nous, filière viticole, on est régulièrement invités et on est invités dans toutes les sessions La Cave, ce qui nous permet de voir très régulièrement toutes les équipes de recherche, les équipes d'expérimentation de l'IFV. Ça nous permet de connaître les travaux en cours et du coup, des fois, de solliciter soit des travaux spécifiques sur un besoin qui a été soulevé par nos professionnels. Et en l'occurrence, Route Loire-Vallée, c'est un travail qui est co-construit à Bordeaux pour et le Bordelais et le Val-de-Loire. Après, l'état des lieux des travaux sur le matériel végétal et les porte-greffes plus spécifiquement, peut-être que Bertrand ou Valérie, vous êtes plus à même sur tout ce qui est travail de matériel végétal qui est porté à l'échelle vraiment nationale au niveau de l'IFV. Vous êtes peut-être plus à même que moi de répondre sur l'exhaustivité des travaux. Nous, on est surtout impliqués sur ce projet-là, qui est vraiment très axé sur le changement climatique. Je peux effectivement compléter. Donc, à Bordeaux, il y a aussi un autre dispositif expérimental assez complet qui s'appelle Greffe Adapt, où il y a 5 ou 6 cépages de vignes greffés sur une cinquantaine de porte-greffes, un petit peu l'exhaustivité des porte-greffes français et européens existants. Et ça permet, donc il y a déjà quelques années, ça fait plusieurs années qu'il y a des contrôles sur ce dispositif. Ça permet de donner des angles et des informations pour les expérimentations après plus régionales, où on va mixer les caractéristiques des porte-greffes par rapport au changement climatique, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut les raisonner en fonction des caractéristiques des sols, notamment le pourcentage d'argile, de calcaire, et des variétés de vignes sous lesquelles on va mettre ces porte-greffes. Donc, il y a aujourd'hui, avec le cadre du changement climatique, plusieurs expérimentations régionales qui sont conduites et des dispositifs qui sont implantés. Il y en a un ici en Beaujolais qui a été implanté l'année dernière. Il y en a en Bourgogne aussi avec le BIVB, au même titre que le travail qu'évoque Marie en Val-de-Loire, qui est là plus en amont sur la partie plus création. Et effectivement, il y a toujours des travaux sur les porte-greffes et sur leur adaptation, notamment sur des usages, puisque il y avait des porte-greffes qui étaient peu usités dans certains vignobles, notamment les vignobles septentrionaux, qui peuvent faire évoluer leurs pratiques par rapport à des porte-greffes utilisés sur le bassin méditerranéen, par exemple. Merci. Alors après, je passerai en fait à 2 questions qui étaient liées, puisqu'on a deux personnes qui nous écoutent qui étaient préoccupées par en fait les ODG et les cahiers des charges. Donc, est-ce que les ODG vont être d'accord pour changer les cahiers des charges, ou autrement formulé, dans quelle mesure le réchauffement climatique va impliquer des évolutions des cahiers des charges des AOP et IGP sur les cépages autorisés, que ce soit les techniques de production ou voire des révisions des aires géographiques concernées. Je ne sais pas qui de vous est le plus armé peut-être pour répondre à cette question. Je vois Hervé qui peut-être qui... Moi, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre définitivement, mais je peux contribuer peut-être en rapportant ce qui est ressorti de nos travaux à la fois de prospective et d'ateliers participatifs dans le cadre de la cave. Il est clair qu'en plus des leviers techniques de Viti ou Eno, il y a un véritable levier là d'ordre économique, réglementaire. Est-ce que les organisations de la filière vont s'en saisir? Est-ce qu'elles vont le faire de façon très proactive? Est-ce qu'elles vont le faire en traînant les pieds? Personne ne peut le deviner, pas plus moi que d'autres. En tout cas, il leur appartient ce genre de décision. Mais il est clair qu'il y a des marges de manœuvre. Alors, très franchement, il y en a déjà qui s'en sont saisis, qui s'intéressent énormément. Les cahiers des charges sont en train d'être revus dans de nombreuses ODG. En tout cas, il y a un vrai souci de cette question-là. Elles en sont très conscientes. Je
Je pense qu'au niveau de l'INAO lui-même, et l'INAO a été impliqué aussi dans à la fois la stratégie nationale dont a parlé Valérie, en même temps suit de très près nos travaux de la CAF. Il y a probablement une façon à la fois d'alléger les procédures, d'aller plus vite par certains aspects, de favoriser le changement. Ça ne se fera pas en 5 minutes, mais il est très possible qu'on assiste à des vrais coups d'accélérateur parce que la dynamique du changement climatique et de ses effets est probablement plus rapide que ce qu'on aurait imaginé il y a quelques années. Donc, voilà, les gens ne sont pas accrochés et ne sont pas conservateurs simplement par plaisir. Il y a un vrai souci dans les organismes des appellations de respecter un certain nombre de canons qui en font aussi la qualité, qui en font la reconnaissance de la valeur. Mais en même temps, les choses vont vite, il faut sans doute s'adapter, reprendre des anciens cépages qu'on avait oubliés, en introduire d'autres, aller en chercher dans d'autres pays. Ces questions-là sont de la décision des EDG et de l'INAO, mais on voit bien que les choses vont quand même beaucoup plus vite qu'on le dit parfois. On présente parfois la filière comme très engluée, très accrochée à la tradition. La filière n'est pas totalement autiste par rapport à ces évolutions, mais loin s'en faut. Voilà ce que je peux dire. Mais Marie pourra peut-être qu'on dit. Je ne sais pas si Valérie, si tu veux compléter, Valérie. Peut-être apporter un complément par rapport à ce que disait Hervé. Je dirais que c'est un niveau de maturité, de réflexion des ODG. Il faut savoir que l'ODG gère les cahiers des charges et donc collectivement, il faut que tous les viticulteurs qui adhèrent à même signe de qualité puissent être en capacité de faire évoluer leurs pratiques. Donc là, on est en plein dans l'agroécologie. On travaille notamment, on a un projet en cours qui s'appelle TRAE Viticole, donc l'accompagnement des collectifs vis-à-vis de la transition agroécologique, où on constate effectivement qu'il y a différents niveaux de maturité d'ODG. Il faut savoir aussi qu'ils s'appuient sur des références d'expérimentation qui sont conduites dans leur région par rapport aux conditions pédoclimatiques, au sol, aux pratiques culturelles, aux conditions de production actuelles. Donc déjà, il y a une relation de proximité qui s'établit. Je pense que Marie peut témoigner dans ce sens-là. Et avant de pouvoir faire évoluer son cahier des charges, sachant qu'on on parle d'une évolution qui peut porter sur différents leviers, que ce soit le matériel lui-même, les densités de plantation, la façon dont on conduit le vignoble, si on autorise ou pas l'irrigation par exemple, si on veut mettre de l'herbe dans toutes les vignes ou bien interdire certaines pratiques. Donc les leviers sont assez larges. Et il n'y a pas une solution, il faut que ce soit toujours une combinaison pour que ça colle aux attentes et avec une approche collective. J'ai pas forcément beaucoup de compléments sur ce que disait il y a beaucoup de questions, donc s'il n'y a pas de compléments, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je passerai bien en fait à un autre type de question, puisque là, on a pas mal abordé les leviers et le point de vue, on va dire, des acteurs de la filière. Mais il y avait une personne qui s'intéressait finalement au caractère sociologique et en l'occurrence à l'acceptabilité sociale de certaines mesures, et notamment pour l'irrigation. Donc, à savoir, pour l'irrigation, est-ce que les réflexions, les recherches à caractère sociologique, donc entre autres les débats, les associations de citoyens, comment vous les prenez en compte, car effectivement la performance sociale et l'acceptabilité sociale de ce qu'on propose est quand même un volet très important à prendre en compte. Donc, est-ce que c'est des choses que vous étudiez, alors soit au niveau local, au niveau Val-de-Loire, soit au niveau plus national, soit dans ces modules d'enseignement ou dans vos activités de recherche? Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a... Peut-être que Hervé peut présenter les exemples des climatons qui sont quand même des beaux exemples de participation collective et citoyen. Bien sûr, oui. Dans le cadre du projet La Cave, on a essayé de travailler à plusieurs échelles, au niveau international, avec l'OIV national, comme on l'a évoqué, mais également au niveau régional, dans les différents vignobles, et puis parfois même au niveau local, et parce que c'est aussi très, très intéressant, très, très productif. Et évidemment, cette question des différentes initiatives est arrivée. Et on voit bien que
Il n'y a pas une seule solution. Il y a des choses qui relèvent de l'acceptabilité. Alors, si on peut dire aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'acceptabilité sociale. Il y a finalement les conditions de développement d'une innovation qui relèvent à la fois de l'acceptabilité sans doute par les vignerons eux-mêmes, par les consommateurs. Ça aussi, on le travaille notamment avec les études sur la réaction, l'acceptation des vins par les marchés, mais également, et en tout cas c'est notre vision assez large, et Marie peut en témoigner, que quand on a fait ces ateliers, que ce soit au niveau régional, mais encore plus dans les climatons, là, on convie vraiment tout le monde, y compris des gens qui sont peut-être même pas des consommateurs, mais des citoyens, des voisins, des gens qui ont quand même aussi des idées sur l'utilisation de l'eau, sur les arbitrages à faire en situation de rareté de l'eau, en situation de voisinage des vignerons. Aujourd'hui, la perception qu'ont les voisins de leurs voisins vignerons a évidemment changé depuis 15 ou 20 ans. Donc tout ça, c'est très intéressant comme question, parce que ça pose aussi à terme même des questions de gouvernance, des questions de dialogue, en tout cas de dialogue qui devrait être le plus fécond possible entre les vignerons et leur environnement. En tout cas, on le prend en compte, en tout cas dans les recherches LACAV. Alors, la CAV va se terminer, le programme LACAV va se terminer là dans quelques semaines, mais on est assez confiant sur le fait qu'il y aura probablement une suite à la CAV, parce que malheureusement, le problème n'est pas totalement résolu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur cette question-là, ou si on passe à... Alors, comme je vois, je vais essayer de passer sur des questions peut-être un petit peu plus courtes. Alors là, j'avais 2 questions assez techniques, donc c'est peut-être plutôt pour Bertrand. Alors, concernant les filets ombrage, donc alors une première question qui était, est-ce que les filets ombrage ne participent-ils pas à maintenir des conditions d'humidité propices au développement de maladies fongiques? Et j'enchaînerai directement avec une deuxième question, c'est comment est gérée la présence de filets protecteurs et l'application des traitements? Voilà, comment vous gérez à la fois la présence de filets et l'application des traitements? Donc, je vais répondre à la deuxième en premier. Donc, les mailles des filets sont suffisamment lâches pour laisser passer la bouillie et les gouttelettes de bouillie pour qu'elles atteignent les feuilles. Alors, c'est vrai que les gouttelettes pour protéger la vigne sont accompagnées d'un flux d'air qui viennent porter ces gouttelettes pour qu'elles atteignent leur cible. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moindre efficacité de la protection avec les filets. Donc, en tout cas, il n'y a pas de problème de protection. Et effectivement, si on améliore le microclimat dans le sens de limiter l'évaporation par les feuilles, on peut penser que c'est plus humide, mais c'est ce qu'on vérifie justement avec nos expérimentations. Mais aujourd'hui, on n'a pas, entre les rangs témoins et les rangs protégés par des filets, on n'a pas d'écart significatif sur l'agressivité des pathogènes et des champignons qui pourraient se développer sous filet, sachant que une des conséquences positives du changement climatique, c'est avec des périodes chaudes et sèches, ces pathogènes se développent peu ou moins. Et donc, ça permet les filènes permettent d'avoir un avantage sur cette situation. Merci. Du coup, je vois que j'ai encore le temps pour continuer encore un peu les questions. Alors, j'avais dit que j'ai des questions courtes, celle-là n'est pas forcément, mais je pense qu'elle est intéressante. C'est donc là, on a eu des exemples de travaux de R&D qui étaient menés en Val-de-Loire. Et il y avait des questions sur finalement, quels travaux de R&D sont ou seraient mutualisables à l'échelle de plusieurs bassins viticoles. Et de manière plus globale, du coup, quelles sont les modalités de collaboration et éventuellement de transfert de ce qui se passe dans un bassin viticole à d'autres, sachant que les problématiques sont quand même assez potentiellement diverses et que, comme le mentionnait la personne qui a posé les questions, les travaux à conduire sont très nombreux, les enjeux énormes, mais les moyens limités. Comment vous organisez un peu ces interactions-là? Alors peut-être au niveau de l'IAV peut-être que je peux apporter les éléments de réponse. Après, c'est effectivement une bonne question
Après, on part du constat qu'effectivement, en France, il y a une grosse diversité de vignobles avec des conditions climatiques différentes, des sols différents, des pratiques différentes. Donc, c'est vrai que quand on met en place un essai, on ne le fait jamais hors sol, dans le sens où on tient toujours compte du contexte local dans lequel on met l'essai en place. Et généralement, on se sert, donc vous avez vu sur la diapo que j'ai présentée, on a un maillage territorial d'implantation de nos unités à l'IEV. Ça nous permet d'accéder à des essais dans différentes conditions et on essaye de mettre en place des essais dans plusieurs sites. Alors, on ne peut pas généraliser un même essai dans tous les sites, c'est impossible parce que ça serait trop gourmand en temps, en énergie et en argent, mais on essaye de pouvoir obtenir des résultats dans des conditions différentes pour montrer la robustesse de nos résultats d'expérimentation. Et aussi, on fait les essais généralement sur plusieurs millésimes pour s'affranchir d'un effet millésime. Hélène, peut-être une toute petite dernière question et on va terminer. Du coup, toute petite dernière, il y a eu des questions sur finalement, on a vu la vidéo, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir les résultats des essais qu'a présenté Taram? Et puis, je pense que parce qu'il y avait des questions aussi sur d'autres leviers, notamment les leviers de densité de plantation, et je pense qu'il y a des choses qui ont été testées, donc peut-être en un mot, Valérie, si tu peux nous dire. On pourra envoyer par mail à la personne qui a posé la question. Voilà. Ou le mettre rapidement peut-être dans la discussion parce que je pense que ça intéressera tout le monde si tu... Oui, là, il n'est pas en ligne, donc il faut qu'on envoie un rapport par mail. Bon, on transférera. Mais après, la vidéo, on la mettra en ligne, la vidéo, pour ceux qui veulent revoir, parce qu'il y a quand même des résultats dans la vidéo. Merci à vous tous. Merci tous les quatre pour cette première séance des agro-webinaires de la saison. On est obligé d'arrêter. Il y a quelques questions qui n'ont pas été traitées, mais on enverra le rapport questions-réponses pour compléter éventuellement. Et je vous informe que la semaine prochaine, nous parlerons, on inaugurera le thème santé globale pour parler des systèmes alimentaires au cœur de la santé globale. Et donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Et encore, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.